68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'écoutais les gens riffs à qui l'époque, disent, faut pas mettre de merci, tiret. sérum de qualité. Vous êtes les Oui, bienvenus je vous à monter remercie, sur stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour. idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. 84e épisode de notre room Clubhouse, démarré l'année dernière en janvier, il y a plus d'1 an, avec plein de choses dont on parle à chaque fois pour les podcasteurs et les podcasteuses, qui sont toujours nombreux à être présents sur Clubhouse et surtout à nous réécouter en podcast. On est très content que vous le fassiez, soit sur Clubhouse, bien entendu, puisque c'est possible de réécouter, soit directement sur le pod.cast, qui est notre podcast. Alors, c'est pas forcément le meilleur nom pour appeler un podcast quand on cherche sur les moteurs de recherche, mais vous pouvez le trouver si vous écrivez tout accroché le pod.cast. Vous verrez que vous tomberez sur ces rooms qui sont enregistrés, et sinon vous allez sur le pod.fr/podcast avec un S, et vous retrouverez les différentes rooms qu'on a enregistrées. La semaine dernière, on était là, et d'ailleurs un petit clin d'œil à une personne qui était là la semaine dernière, et assez surprenant, puisqu'elle a lancé son podcast la semaine dernière. Elle est intervenue sur Clubhouse, et elle a un podcast où elle a mis la room de la semaine dernière dans son podcast. Donc en fait, elle réalise son podcast au fur et à mesure, apparemment. J'ai écouté ça ce matin en courant, et c'est un peu, alors bon, on va voir jusqu'où elle sera capable d'aller, parce que comme on a toujours dit dans ces rooms, il faut tenir pour arriver à avoir un peu de notoriété, et puis surtout à y arriver. Ça s'appelle Star de Podcast, et elle a fait le premier épisode en parlant de Pénélope Boeuf. Enfin, ça a l'air d'être une espèce de fiction documentaire, et elle est venue la semaine dernière pour nous poser des questions sur les micros, et elle en a fait un épisode dans son podcast. Donc si vous avez si vous voulez aller vous tapez Star de Podcast sur je suppose qu'elle doit être sur toutes les plateformes. Moi j'ai écouté sur Apple Podcast, je l'ai trouvé, et j'étais très surpris. Donc j'ai tweeté ce matin d'ailleurs à Pénélope Boeuf et à Noémie Gmur, dont elle parle dans les premiers épisodes, que ce podcast a été lancé, qu'elle est venue dans la room et qu'elle en a fait un épisode. Donc assez marrant, Frédéric, quand même, d'avoir des podcasteurs qui utilisent aussi Clubhouse dans leur podcast carrément, et dans leur histoire. Ouais, j'ai vu passer le tweet ce matin, mais je ne me suis pas attardé parce que j'étais en train de conduire quand je l'ai vu passer le tweet. Donc j'ai usé pour la prudence plus que pour la curiosité, mais j'irai jeter un coup d'œil. Donc on y va pour le billet acidulé YouTube. Allez, allons-y. Je suppose que tu as plein de choses à dire sur YouTube. Ah oui. Allez, le billet acidulé de Brûlatour. Radio House. YouTube, c'est pas que de la vidéo. YouTube, on y trouve de tout. On trouve même des émissions de radio et des podcasts. Alors ça, l'entreprise l'avait certainement pas envisagé dès sa création, mais force est de constater que les internautes en ont décidé autrement. Surtout depuis quelques mois, les podcasteurs ont opté pour, le pouce-toi-de-là que je m'y mette. C'est tant mieux, c'est plaisant et c'est plein de promesses. Alors, quelques rappels d'abord chiffrés. Il y a un peu plus de 52 millions d'utilisateurs de médias sociaux en France, ce qui correspond comme ça au doigt mouillé, à gros traits, à 80% de la population. Près de 95% des 13 ans et plus, ils sont présents. En moyenne, c'est 2h27 par jour. Là aussi, c'est au doigt mouillé. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux augmente d'une année sur l'autre. L'utilisateur type de YouTube, il passe désormais près d'une journée entière, 23h,7, on va dire 24 heures par mois, à utiliser l'application mobile de YouTube sur Android. En France, il y a une autre étude que j'ai trouvée sur la confiance des Français dans les médias digitaux qui a été réalisée il y a quelques semaines par CSA Research, qui révèle que parmi les 3 plateformes et réseaux sociaux qu'ils consultent le plus, on retrouve Facebook, 48%, suivi de YouTube, 33%, et les sites de la PQR, 30%. La PQR, c'est l'acronyme de presse quotidienne régionale. Bon, inspirez-vous des 5 raisons du succès de YouTube. D'abord, 1, la notoriété internationale. Bon, il faut reconnaître que YouTube est aujourd'hui la plateforme la plus célèbre, la plus connue au monde, la plus utilisée. C'est une notoriété internationale qui lui permet de drainer une audience qui est juste dantesque, prototypesque, considérable, et donc d'offrir la possibilité à ses utilisateurs de multiplier les défis sur celle-ci, et puis d'obtenir donc des résultats. Car oui,
les potentialités sont mathématiquement donc beaucoup plus nombreuses sur YouTube qu'elles ne le sont sur des plateformes qui sont dédiées uniquement et seulement au podcast. 2, l'efficacité algorithmique, c'est-à-dire l'efficacité de l'algorithme de YouTube. Alors là aussi, il faut reconnaître que l'algorithme fait souvent la différence, que vous ayez d'ailleurs ou pas un compte sur YouTube, via par exemple votre accès Gmail, vous pouvez directement avoir accès et donc un compte sur YouTube, vous avez compris le principe, parce que YouTube c'est la propriété de Gmail qui est lui-même la propriété de Google. Donc YouTube c'est aussi et surtout un algorithme de recommandation qui ouvre considérablement le champ des possibles. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Donc la sérendipité sur YouTube c'est du concret, ça marche tellement qu'un utilisateur il passe souvent d'ailleurs un temps considérable sans avoir l'impression d'en être le prisonnier. Donc à cette notoriété mondiale s'ajoute aussi cette efficacité donc algorithmique qui fait que votre podcast peut émerger potentiellement plus rapidement, plus efficacement à chaque instant que sur une autre plateforme dédiée, comme je le disais précédemment, strictement et seulement au podcast. 3, la simplicité d'utilisation. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ni même Saint-Cyr pour comprendre le back-office de YouTube. C'est tout sauf une usine à gaz. Donc c'est d'abord la simplicité qui prime, le confort, la confortabilité de l'utilisateur. Le seul bémol, c'est la publicité, bien entendu, en pré-roll ou mid-roll. Mais YouTube a résolu le problème, puisque si vous n'en voulez pas, vous pouvez opter pour une version premium. Alors je n'ai pas regardé les tarifs, mais je crois que ça doit être aux alentours de $15 par mois, donc ça doit faire je sais pas, 10 euros, je crois, il me semble, 10, 11 euros par mois, pour éviter donc cette publicité. Et puis outre le fait, une fois que vous êtes premium, outre le fait que vous pouvez donc éviter la publicité, YouTube a pensé aussi les choses en bonus, c'est-à-dire que vous n'avez pas de publicité, mais en plus vous avez des outils qui sont plutôt riches en fonctionnalités, tant en tant que créateur qu'en tant qu'utilisateur. Donc ça c'est véritablement quelque chose qui est assez notable. Mais bon, retenons l'aspect lié à la simplicité, c'est 80% de la réussite de YouTube, que l'on soit créateur ou auditeur. 4, les passerelles possibles. Entre la vidéo et l'audio, il n'y a pas ça. C'est-à-dire il n'y a pas une feuille de papier à clope. C'est ni choquant ni étrange d'ailleurs selon moi de réunir les deux sur une même plateforme. D'ailleurs naturellement et progressivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais YouTube est aussi devenu une plateforme qui est dédiée aussi à l'univers qui est strictement sonore. Moi quand je me connecte, je suis personne lambda, donc j'imagine que ça match aussi pour vous, mais quand je me connecte sur YouTube, c'est pas pour regarder des dessins animés ou le clip de Justin Bieber, hein, vous avez compris. Moi, si l'image bouge pas, c'est pas grave, du moment que j'entends quelque chose. Donc, on y trouve de plus en plus de fichiers strictement et seulement sonores. Donc, il devient urgent finalement que YouTube clarifie son positionnement là-dessus et que la plateforme mette davantage en avant le son, rien que le son. Et on y arrive. 5, vous voyez comme les choses sont bien faites. Les nouveautés qui sont attendues. Alors, selon James Creedland, en plus, on pourra le vérifier parce que James Creedland, c'est un pote à Philippe. Donc, il habite à Brisbane, en Australie. Mais ça, on s'en fout. James Cleveland, lui, motorise une newsletter quotidienne qui s'appelle le Pod News. Il a révélé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, que YouTube serait sur le point de s'intéresser aux podcasters. Alors, je ne sais pas où il a trouvé ce document-là. Non seulement YouTube s'intéresserait prochainement aux podcasters, mais aussi aux auditeurs de podcasts, donc strictement de podcasts. Cleveland, il dit que YouTube pourrait prochainement proposer même une page d'accueil exclusivement, strictement dédié au podcast. Alors, prudence tout de même, hein, parce que le podcast, c'est pas le cœur de métier de YouTube. Donc, il y a d'autres entreprises comme Spotify ou Acast qui, on va dire, savent le faire, mais avec beaucoup moins de notoriété et de popularité. Et puis, je terminerai, Philippe, par un mariage de la carpe et du lapin. C'est le mariage entre le youtubeur et le podcasteur. Le podcast, c'est le nouveau terrain de jeu des influenceurs YouTube. C'est ce que Acast disait récemment. Alors, c'est une traduction d'un billet que j'avais lu sur un blog Acast. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais les youtubeurs qui font aujourd'hui du podcast représentent aujourd'hui 10% des écoutes françaises sur les podcasts Acast, contre seulement 3 personnes l'année précédente, donc en 2020. Donc vous voyez, plus 7% en un an. C'est des gens qui sont plus connus donc pour leurs vidéos, mais ce sont des créateurs qui exploitent
un média qui apparemment juge être en plein essor, pour offrir une sorte d'expérience différente à leur communauté sur YouTube qui est déjà fidèle. Et pour terminer, je dirais qu'il y a fort à parier que ces derniers ne changent pas de crèmerie et entraînent avec eux d'autres YouTubeurs qui deviendront par la suite podcasteurs. Vous voyez la passerelle? Et que des podcasteurs deviendront YouTubeurs par la force des choses. Ah, c'est quelque chose à surveiller. Et je crois que très honnêtement, moi je lis pas dans le mar de café, je veux pas jouer les Cassandres, mais il me semble que Spotify ou Acast ou ces autres plateformes qui hébergent strictement du podcast ont aussi du souci à se faire, parce que ce qui fera la différence, c'est la simplicité d'utilisation sur YouTube, et c'est aussi un algorithme qui est hyper puissant, et donc on sait bien qu'aujourd'hui que les plateformes dont j'ai cité les noms il y a quelques secondes, ont des difficultés en termes de possibilités de découvrabilité de podcasts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur YouTube, avec un algorithme qui se matérialise sur la colonne de droite et qui fait souvent des merveilles. C'est pour ça que je me permettais de parler il y a quelques secondes de sérendipité. Voilà, c'est le fait de perdre du temps, quoi, d'aller de lien en lien, c'est-à-dire de commencer par une recette de crêpes et finir par exemple par une exploration sur Mars. Voilà, c'est la sérendipité, et ça pour le coup YouTube est très fort, Philippe, là-dessus. Radio House. Et je vais même aller plus loin que toi dans ce billet acidulé avant de donner la parole à Zuber qui a levé la main avant même que tu aies commencé ton billet. C'est que YouTube paye les podcasteurs. Ça a été annoncé sur le site de Matt Degan. Matt Degan qui est l'équivalent de James Cridland, mais qui lui est en Angleterre. Son pote, ouais, c'est un des grands visionnaires. Alors un petit truc, Fred, je sais pas. $50,000 pour un podcast. Alors, enfin, j'avais pas lu l'article qu'avait écrit Matt Degan, mais j'avais. Ça va jusqu'à 300 000. Ah oui, donc $300,000 donné à un podcasteur pour passer son podcast audio et le filmer. Ils vont jusqu'à $300,000. Je voulais simplement préciser un truc, Fred. J'ai l'impression qu'il y a ton micro qui frotte contre quelque chose à chaque fois. Je ne sais pas si c'est le cas. Non, c'est les écouteurs qui. J'ai fait tomber mes écouteurs dans un mug de thé. Et j'en ai pas acheté d'autres, mais je viens d'acheter d'autres. Bon, c'est le thé de Frédéric qui fait ce bruit. D'accord. Voilà. Et donc oui, $300,000. Vous allez voir si vous cherchez sur le site de Matt Degan en mars. Il a écrit ça. Donc vous allez, il y a toute une partie archive avec les mois. Mars 2022, vous allez trouver l'article qui s'appelle Why Podcasters Will Be Stuck Doing Videos. En gros, il dit quand même, il résume, et tout le monde est assez unanime là-dessus, et ça fait un peu peur, parce que nous, on est plutôt des gens de l'audio, et on aime un peu l'audio. Ce sont des visionnaires, James Cridland, Matt Degan, qui étaient des gens vraiment très radio, qui sont partis vraiment dans le podcast. Et qui maintenant. Futurologues. Ouais, des futurologues, c'est ça. Des futurologues radio qui maintenant sont vraiment des futurologues podcast. Et ils sont unanimes tous les deux. C'est-à-dire que si on veut réussir dans le podcast dans le futur, il faudra y mettre de la vidéo. Et YouTube, apparemment, est en train de faire en sorte que ce soit le cas, parce que, on le rappelle, et on en a déjà parlé dans des rooms auparavant, il n'existe pas de YouTube du podcast. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de plateforme. Il existe, si on parle d'Ocha, d'Acast, de tous ces gens-là, oui, c'est des agrégateurs, ou même Apple Podcast, c'est des agrégateurs, mais c'est pas le YouTube. YouTube héberge et monétise votre contenu. Des fois, il vous donne un peu d'argent, mais de moins en moins. C'est de plus en plus compliqué pour gagner de l'argent sur YouTube. Mais il n'en existe pas sur la partie audio. Alors, je sais pas s'il va se lancer une plateforme qui sera le YouTube du podcast. Mais en attendant, apparemment, YouTube est en train de changer la donne pour faciliter cette publication et surtout pour attirer les podcasteurs qui ne sont pas sur YouTube et qui les payent pour ça. Et entre $50,000 et $300,000. Alors, c'est pas n'importe quel podcasteur, je pense. Mais Zuber, est-ce que tu as puisque je vois que tu t'es jeté sur la stage, j'invite les autres, bien entendu, à participer aussi, à lever la main pour venir. Zuber, bienvenue. Bonjour à tous, Frédéric, sur YouTube tu trouveras le moyen comment réparer tes écouteurs. Sur YouTube on trouve tout. On peut réparer des écouteurs, on peut réparer sa machine à laver. C'est une richesse d'informations.
N'oubliez pas que YouTube, c'est pas simplement que de la vidéo. Ils sont spécialistes du streaming, de l'échange d'informations entre des utilisateurs du monde entier. Donc ce n'est pas que la vidéo. Le podcast, ça fait des années qu'ils ont toujours laissé une petite place au podcast. Il y a une boîte qui s'appelle PodMyTube, qui a depuis, si je me trompe pas, je crois 7-8 ans, qui est actif, qui cherche toujours des fonds, et qui cherche toujours son modèle économique, qui permettait de transformer votre vidéo YouTube en podcast. Ouais, complètement. Alors on a dans le chat des remarques. Sandra qui dit tiens c'est marrant en écoutant le billet. Je considère pas YouTube comme un réseau social mais comme un moteur de recherche. Il y a Sébastien Meunier qui nous dit attention à la taille de vos vidéos pour vos fichiers audio. C'est pour la planète, c'est mieux pour la planète. Et puis Sganarelle, c'est joli comme prénom Sganarelle. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'apprenais quand j'étais au théâtre, quand je faisais du théâtre. Cela me paraît évident qu'il va falloir consolider la voix et la vidéo. Et Amazon lance AMP. En effet, AMP, vous en avez peut-être entendu parler. Et puis Zoé dit Google Podcast. Alors Google Podcast, c'est pas vraiment le YouTube du podcast puisqu'ils hébergent pas. C'est pareil, Google Podcast, c'est un agrégateur. La différence entre un agrégateur et un hébergeur, c'est qu'un hébergeur va vous prendre votre fichier MP3 et vous allez vous servir de lui comme un flux RSS pour envoyer vers les autres agrégateurs. Un agrégateur, lui, prend votre flux RSS, vous référence et puis Inch'Allah. ANP, par contre, en effet, ça sera intéressant. Je sais pas si certains d'entre vous ont découvert AMP. Apparemment, c'est vraiment un mélange entre du Clubhouse et du YouTube pour l'audio. J'ai vu une démo, une vidéo qui est assez impressionnante. Ils l'ont lancé aux États-Unis, je pense. C'est pas encore disponible en France. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont testé, mais si quelqu'un l'a testé ou en sait un peu plus sur AMP, n'hésitez pas à monter sur la room. Zuber. AMP me fait penser à Stéréo. Oui. Une autre application. Oui, tout à fait. Stéréo que j'ai testé, mais je sais pas, j'arrive pas à être forcément très accro. C'est normal, l'avatar il est pas beau. Hein. Sganarelle, bienvenue à toi, Sganarelle. J'aime beaucoup ce prénom. Merci beaucoup. Coucou tout le monde, salut Zuber. Alors Salut. pour le petit conseil AMP, alors moi je l'ai testé. Vous pouvez télécharger l'application à partir du moment où vous avez un VPN. Et oui. Et donc, vous vous connectez sur les États-Unis et vous téléchargez l'appli. C'est bien, c'est nouveau, c'est bien. C'est pas aussi bien que Clubhouse, je dois le dire. Mais c'est intéressant de pouvoir mixer la musique et en même temps, un petit peu comme si vous étiez animateur radio, ce que vous faites très bien là, hein. Mais en même temps, vous passez votre musique qui est détenue déjà par Amazon. Oui, c'est ça. En fait, AMP, la différence, c'est que, voilà. c'est que tu as déjà clearé les droits qu'on paye nous à la SACEM quand on est une radio, par exemple, en France, et on peut utiliser n'importe quel titre. Là, c'est à peu près la même chose parce qu'ils ont passé des accords un peu avec toutes les maisons de disques et les grosses maisons pour qu'on puisse utiliser les titres dans AMP et faire en gros une programmation musicale et puis de l'animation comme sur Clubhouse. Donc en fait c'est un Clubhouse mais en plus on peut jouer de la musique. Ce qui est toujours problématique sur les podcasts d'ailleurs en général pour jouer de la musique. Après est-ce que ces podcasts là d'AMP une fois qu'on les a enregistrés est-ce qu'on a le droit de les republier ailleurs? Là il doit y avoir des problèmes un peu plus importants parce que je suis pas sûr qu'on puisse utiliser la musique pour après la rediffuser sur par exemple YouTube ou une autre plateforme. Alors pour ça, je ne l'ai pas testé. J'ai juste été à l'écoute, mais oui, c'est une question qui peut se poser. Spotify a répondu à cette question. Ça fait quelques mois que Spotify nous propose d'intégrer de la musique. Oui, mais la question c'est est-ce que si tu fais un podcast avec de la musique, alors je pense que la différence entre Spotify, alors oui Spotify ça veut dire que tu fais des playlists et ensuite tu peux intervenir en direct avec l'option qu'ils ont rajoutée sur Spotify qui s'appelait Green Room ou un truc comme ça et qu'ils ont appelé Live maintenant si je me trompe pas. Et donc AMP, on va dire que c'est plus une espèce de
radio à la demande et là où Spotify utilise ses playlists pour ensuite pouvoir les animer quand on a envie et prendre la parole quand on a envie avec d'autres personnes extérieures qui viennent aussi. Après, c'est un peu ce qu'on appelle la radio à la demande. On sait de toute façon depuis des années que ça existe et ça existe quand même depuis longtemps. Faire sa radio à la demande, d'abord, c'est pas donné à tout le monde d'être programmateur musical. Je pense que Fred sera le premier à me suivre là-dessus. Parce que là, faire de la radio, c'est quand même un métier et arriver à intéresser les gens avec de la musique, c'en est un autre. Il faut aussi animer avec des voix et si on fait avec Clubhouse ou avec d'autres systèmes de partage de voix, il faut que le public soit aussi bon et qu'on puisse arriver à intéresser et à être captivant. Et ça, c'est pas forcément évident. Après, on s'échappe un tout petit peu de notre sujet YouTube. Mais bon, on termine sur le sujet AMP, Frédéric, sur la programmation musicale, qui est quand même un métier. Oui, non, mais la programmation musicale est certes un métier. Ensuite, je vais vous dire honnêtement, t'attends un peu de programmation musicale. Je vais être clair avec vous, hein, il y a autant d'avis qu'il y a d'auditeurs. Donc jamais on ne pourra satisfaire tout le monde. Mais en l'occurrence, moi j'ai l'impression qu'on va de moins en moins sur YouTube pour écouter de la musique. D'ailleurs, il y a des acteurs qui, sur le plan international, vous proposent des solutions pour écouter de la musique. Je pense par exemple à Apple Music. Il n'y a pratiquement rien à dire sur ce service-là. Je crois qu'on ne va pas principalement sur YouTube pour écouter de la musique. Et d'ailleurs, les gens ne vont pas sur YouTube principalement pour écouter de la musique, mais plutôt pour s'enrichir, pour apprendre des choses, pour découvrir, et puis pour rassasier sa curiosité. Je faisais référence à la sérendipité d'ici quelques instants. Donc moi, je ne vois pas, si vous voulez, le podcast, il demeurera le podcast à partir du moment où il restera dans son ADN. C'est-à-dire le podcast, c'est une discussion, comme on est en train de faire actuellement, où on confronte des avis, on s'échange des pistes de réflexion, des idées. Après, moi, je n'écouterai pas une room du pod pour entendre le dernier titre de Beyoncé ou de Justin Bieber. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les joue pas. Voilà, donc, si vous voulez, il faut aller droit au but. C'est comme j'ai coutume de dire, hein, vous faites un podcast, la promesse, il faut la tenir, mais il faut la tenir tout de suite, dans les 10 secondes. Hein. Vous n'allez pas nous saouler avec un générique d'une minute, on s'en fout, on n'est pas venu pour écouter le générique, on est venu pour écouter ce que vous nous avez promis dans le titre et dans l'accroche de votre podcast. Voilà, point barre. Donc la musique, moi j'ai l'impression que c'est un peu secondaire, sauf ceux qui font un podcast de musique, par exemple. Voilà, pour le coup, là, ça me paraît être brinque-ballant, effectivement, notamment sur le plan juridique. Mais je pense très honnêtement, moi, personnellement, encore une fois, moi, je suis une personne lambda. Quand je vais sur YouTube, c'est pas pour écouter de la musique. Je peux l'écouter sur Apple Music, sur Hotmix, sur des pure players. Je vais plutôt pour apprendre des choses, écouter des gens parler, échanger des idées, confronter des points de vue. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, je pense. Je vais faire la transition vers YouTube pour revenir sur le sujet. YouTube, quand on met de la musique, et si on prend de la musique par exemple sur AMP, qu'on se fait un super podcast, une super programmation et qu'on va déposer ça sur YouTube, on va être bloqué. C'est pas bon, là. On va être bloqué. Là, on est bloqué. On va être bloqué d'une part, et Facebook, on va carrément être même mis en silence. Donc, alors, sur YouTube, ils ont la fonctionnalité où on peut être démonétisé si on monétise, c'est-à-dire que, en fait, ils donnent les vues des publicités qu'ils vont ajouter sur par-dessus vos vues à ceux qui ont fait la musique, à ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils le font vraiment? Ça, c'est la grande question. Mais c'est vrai que on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de musique aujourd'hui sur les plateformes et notamment sur YouTube. Est-ce que certains d'entre vous qui sont parmi dans la room ont des expériences, des trucs et astuces à partager sur, en tant que podcasteur, l'utilisation de YouTube? Je vous rappelle que sur l'article de Matt Degan disait, il y a des études, donc Edison Research, qui est un des plus gros instituts de recherche aux États-Unis, a fait une étude assez poussée et a indiqué que 20% des podcasteurs utilisaient YouTube comme leur plateforme principale pour écouter des podcasts. C'est quand même pas un chiffre à mettre de côté. Ça veut dire qu'en gros, vous avez éventuellement 20% de votre audience, si vous n'avez pas votre podcast qui est sur YouTube, alors est-ce que c'est
mettre une photo ou mettre simplement ce qu'on appelle un audiogramme. Vous savez, c'est ces audios qui bougent avec la voix, quand ce qui anime un peu plus, mais à la rigueur, tout le monde s'en fout que ça bouge ou que ça bouge pas. Mais apparemment, c'est plus attirant quand ça bouge que quand ça bouge pas. Et surtout quand il y a aussi éventuellement le sous-titrage qui maintenant commence à être proposé, alors uniquement pour les extraits quand on a quand on est hébergé chez des hébergeurs comme Ocha ou comme Acast, qui proposent que quand vous faites un extrait de 30 secondes, ils fassent maintenant la retranscription automatique de ce que vous dites au format texte. Et c'est vrai que quand on est sur YouTube et qu'on voit le texte écrit et que le texte, ça appelle un peu plus que si simplement on ne voyait qu'une image ou un audiogramme. Donc tout ça, c'est des ajouts qui permettent visuellement d'attirer un peu plus l'auditeur vers vous. Mais c'est quand même marquant que 20% des podcasteurs, enfin des auditeurs de podcasts, utilisent YouTube comme leur plateforme principale. Parce qu'elle est simple d'utilisation. Et il rajoute que dans cet article, si vous ne parlez pas anglais, je vous l'avance un peu, dans cet article, il indique que YouTube était en effet, parce que c'était très simple, n'avait pas encore de fonctionnalité adaptée aux podcasteurs, mais le jour où ils vont le faire, ça peut faire mal à pas mal d'autres plateformes. Alors, est-ce qu'ils vont mettre à dispo un flux RSS pour qu'on puisse... Voilà, on puisse en gros faire en sorte que YouTube soit son hébergeur principal. Et là, ça va reposer ça va poser un gros problème à beaucoup d'hébergeurs qui font leur business avec l'hébergement et avec les fonctionnalités. D'ailleurs, on voit, ils se font la bataille entre Podcastix, Ocha, Audiomeans. Audiomeans, c'est plus positionné sur du B2B que sur du B2C. Sur monsieur et madame Michu qui veulent faire leur podcast. Ils vont plus sur des marques, des grosses structures, des radios, enfin du grand compte, comme on appelle, plutôt que du petit compte. Mais là, si YouTube se met à avoir une fonctionnalité de flux RSS et de fournir un flux RSS qui est très simple pour eux, et en plus d'avoir toute la logique derrière de communication et de marketing et de monétisation, il y a quelques hébergeurs qui risquent d'avoir des problèmes parce que ça sera gratuit sur YouTube. Ouais, ce sera gratuit et YouTube bénéficie de quelque chose que les autres plateformes ne peuvent pas encore bénéficier. C'est l'historicité de la boîte. C'est l'histoire. Le nom. Alors, c'est déjà le nom et puis c'est la mémoire d'entreprise. YouTube, ça date pas d'hier. Donc ils ont déjà 2 décennies derrière eux d'échecs, de réalisations, et donc ils s'inspirent de tout ça. Ils ont une façon de faire. Il y a il y a un tour de main YouTube aujourd'hui que non pas, parce que ce sont des jeunes pousses, des jeunes entreprises, que non pas encore. Je parle de maturité. Ces plateformes-là n'ont pas de maturité pour l'instant. Et c'est d'autant plus difficile quand on est une jeune entreprise de rivaliser avec des boîtes qui ont 30, 20 ou déjà 10 ans. C'est le cas de YouTube. Et je pense que d'en faire une sorte de quartier général de ce qu'on pourrait appeler l'univers sonore et l'univers vidéo, ça peut être très intéressant. Et puis comme je le disais précédemment, c'est la simplicité d'utilisation. Je pense que l'auditeur, le téléspectateur, lui, ce qu'il recherche, c'est un gain de temps et une facilité dans sa recherche. Et YouTube, déjà, ça le fournit, il me semble, personnellement, il me semble brillamment. Je trouve toujours ce que je cherche, effectivement. Et Zuber le disait précédemment, pour réparer des écouteurs, régler une montre, changer le pneu d'une voiture ou que sais-je encore, en 40 secondes, on a accès à une vidéo. Et à une solution complète. Oui, et à une réponse. Alors des fois, c'est pas génial. Sganarelle, tu voulais parler. Vas-y, Sganarelle. Alors, pour répondre à ta question, Philippe, quels sont les aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, les astuces? Je propose. J'ai un client qui a un beau podcast où il pose sa voix tout seul sur des sujets de business, marketing. Et aujourd'hui, on fait le transcript de son podcast avec un outil marketing digital qui s'appelle Descript. Et ça nous donne le texte. Et en fonction du texte, avec l'AI, on transforme le texte en vidéo. Et pour lui, c'est du SEO. Alors, tu transformes le texte, c'est-à-dire que tu
Le podcast en oui, texte. mais donc ça veut dire que tu en fais une image ou alors tu Oui. tu fais simplement la retranscription avec ce qu'on appelle les sous-titres. Alors avec les sous-titres, mais on peut également transformer le texte en image. Alors, et tu mets quoi comme image? Alors, c'est l'intelligence artificielle qui va chercher des images dans une Oui. base et qui va te mettre une image toutes les 2 secondes, c'est ça? Et qui va mettre un film ou juste un paysage Ah ou, en ouais, fonction de quoi il parle. Et aujourd'hui, l'application Descript permet de transformer de la voix il faut corriger un petit peu, hein, évidemment, tout n'est pas parfait, mais une fois que le texte il est bon, on peut transformer n'importe quel texte en image et en vidéo. Donc pour lui, c'est du SEO. Enfin, on n'a pas vu ça comme du SEO au début, on a plus vu le fait de pouvoir toucher un autre public et de réutiliser le contenu des anciens podcasts en quelque chose de nouveau avec une nouvelle plateforme, avec une nouvelle d'accord. directive. Tu réexploites le contenu Oui, sous une autre forme et des épisodes passés. exactement. Et c'est au bout de 3-4 mois qu'on a vu que ça marchait plutôt bien et que ça le référençait naturellement à la fois sur son site internet mais également sur sa chaîne en SEO. D'accord. Et Descript, tu vois, je connaissais pas du tout Descript. Alors en effet, descript.com, donc des sites d'applications qui retranscrivent, il y en a un paquet. Par contre, qui sont capables de rajouter des images et des vidéos sur la transcription réalisée pour en générer je suppose avec des images libres de droit et après vous pouvez vous-même ajouter je suppose qu'on peut ajouter ses propres images et ses propres vidéos aussi si on a envie en fait. En gros c'est un petit logiciel de montage vidéo mais qui fait de la retranscription et qui derrière vous offre une timeline où vous pouvez ajouter soit des images libres de droit qu'il vous propose, soit vos propres images, j'imagine, Sganarelle. Oui, ou avoir tes propres images. Ce que l'on observe, c'est que souvent, les utilisateurs aiment se filmer eux-mêmes pendant qu'ils sont en train de monter leur podcast. C'est-à-dire qu'il est en train de le dire et c'est beaucoup plus apprécié qu'une image libre de droit qui n'est pas toujours aux mêmes couleurs, au même branding, enfin, plus difficile à trouver. Mais voilà, c'est une petite idée que je transmets. Ça peut peut-être fonctionner pour votre niche. À vous de tester. Mais c'est un très bon truc, tu vois, on ne connaissait pas du tout et ça me fait penser qu'on va peut-être en parler d'ailleurs dans Podcast Magazine. Je vous ai mis le petit lien de Podcast Magazine si certains ne connaissent pas encore. Vous pouvez vous abonner à la newsletter et faire partie un peu de Cool, qui est le réseau social soit si vous êtes lecteur, auditeur, on va dire simplement, ou si vous êtes podcasteur, vous pouvez rentrer dans un groupe de podcasteurs ou alors si vous voulez faire partie même de l'équipe du projet. On est en train de lancer Podcast Magazine et vous êtes tous les bienvenus, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et donc on va avoir un magazine en kiosque qui va sortir et on va parler un peu de toutes ces solutions et là tu apportes une solution que je ne connaissais pas et qui en effet semble assez intéressant parce qu'elle simplifie la gestion parce que des applications qui permettent la retranscription, parce que c'est vrai que sur YouTube en général on aime bien avoir la retranscription visuelle, il en existe. Moi je vous parlais d'une application sur iPhone et sur Android d'ailleurs qui existe aussi, qui est gratuite et qui fait cette retranscription de vos audios gratuitement. C'est pas forcément le cas de toutes les plateformes et de toutes les applications. Ça s'appelle Voice Record. Vous cherchez sur votre App Store ou sur votre sur l'App Store ou sur le Google Play Voice Record. Vous allez voir un micro Shure avec un casque dessus. C'est un logiciel gratuit qui vous permet d'enregistrer directement votre son sur votre téléphone et si vous avez un bon micro connecté en USB à votre téléphone ou si vous avez vous allez pouvoir faire vraiment une qualité enregistrée en wave, en non compressé et derrière vous avez un petit bouton. C'est gratuit où une fois que vous avez fait votre audio, vous cliquez sur Transcribe et il vous retranscrit dans la langue que vous voulez puisque vous avez plusieurs langues et on a testé avec le français, c'est assez surprenant. Alors comme tu disais Sganarelle,
il faut quand même repasser un tout petit peu dessus pour être sûr que ça passe bien. Et puis après, les autres applications que vous connaissez certainement, pour ceux qui ont la Creative Cloud de Adobe et qui sont abonnés à la Creative Cloud, c'est une quarantaine d'euros par mois pour être abonné à tous les logiciels possibles et imaginables de la création audio, vidéo et plus encore. Eh bien, vous avez la dernière version de Premiere Pro qui vous permet de faire de la transcription, et non seulement cette transcription, mais aussi de pouvoir immédiatement vous mettre les sous-titrages sur une piste. Et c'est inclus dans l'abonnement de la Creative Cloud. Donc en fait, des solutions qui permettent la retranscription, il en existe. Par contre, voilà, ce site descript.com, je ne sais pas où ils sont, je suppose ils doivent être aux États-Unis, Californie, voilà, Californie, Ils sont San à Francisco. San Francisco. Ouais. Et je me demande si ce n'est pas une filiale de Google. Mais bon, voilà. Oh non, pas encore. Ah, Ouais, je crois ou bien. alors ils ont été rachetés, ou alors ils sont en train d'être rachetés. Alors il y a The Night qui dit Descript. Non, c'est pas ça, c'est Descript, descript.com. Je vous le mets en link pour que vous puissiez aller voir. Alors, on n'a pas d'action, encore une fois. Nous, on partage les trucs et les astuces. Et ça, j'avoue que pour les YouTubeurs, enfin, pour ceux qui veulent aller sur YouTube, c'est un très bon truc, Sganarelle, descript.com. Je vous le mets dans le link. Vous pouvez y aller. Il y a une partie podcaster. Les prix, je suis allé voir. Pour les créateurs, c'est 12 € par mois avec 10 transcriptions par mois. Et pour les pros, 30 transcriptions par mois, c'est 24 $. On est en dollars, donc un peu moins cher en français, et puis en euros, pardon. Et ensuite, si vous allez plus haut que 24 € par mois, vous avez des options qui sont tout ce qui est single sign-in, API, et bon, donc en gros, la version pro suffit, et même la Creator. Et la gratuite, vous avez 3 transcriptions gratuites, avec la possibilité d'éditer de l'audio et de la vidéo sur 3 transcriptions. Et il y a aussi une option de screen recording, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer votre écran en même temps que vous faites votre montage, et il y a un studio de sound effects gratuit. Et après, ce que vous n'avez pas simplement, c'est la possibilité d'exporter sans watermark, et ça c'est la version gratuite, alors que la version Creator, vous exportez sans watermark. Bon, un super truc pour cette room sur YouTube. Tu vois, tu as bien fait de venir, Sganarelle, parce que tu nous as fait découvrir quelque chose, et je pense que on va non seulement tester, mais on va les contacter pour essayer de faire quelque chose dans le premier numéro de Podcast Magazine qui sortira en octobre. Et puis voilà, on va vous inviter, vous inciter à en parler autour de vous de Podcast Magazine. C'est le premier magazine, on est une boîte indépendante, on se lance dans l'aventure d'un magazine en kiosque pour pouvoir nous aider à partager le Kiss Kiss Bank Bank qui va démarrer fin mai pour simplement nous aider à préacheter les exemplaires, surtout à en préacheter si vous en voulez un exemplaire chez vous, et avoir les premiers exemplaires avant tout le monde, et puis nous aider à faire en sorte qu'on puisse financer ce beau projet et vous faire participer si vous en avez envie. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres personnes ont des trucs et astuces comme ça, comme Sganarelle sur YouTube? Parce que moi je suis preneur. Zuber? Moi, il y en a plein, mais faut savoir que YouTube se met sur les podcasts depuis des années pour rendre accessible leur contenu. Ah oui, alors là on est dans l'accessibilité. Et Zuber, oui, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message d'ailleurs pour le Paris Radio Show sur le fait de faire une conférence sur l'accessibilité. Donc je suis en train de regarder, on a des créneaux qui sont très très serrés, mais je reviendrai vers toi à ce sujet-là. Il n'y a pas de souci. Mais en gros, YouTube, c'est fait pour un certain nombre de populations, 23% de la population mondiale qui est en situation de handicap, malentendants, qui ne pourront jamais lire sur les lèvres d'une vidéo parce que ça bouge à droite et à gauche, mais ils pourront lire les sous-titres. Ouais, donc YouTube là-dessus, ils sont solides. Et c'est pour ça qu'ils accentuent depuis des années sur les sous-titres. Et chaque année, ils sortent des nouvelles langues, des nouveaux dialectes. Ils nous ont donné la possibilité de les retravailler. Et comme aucune plateforme, à part Spotify, c'est la seule, mais depuis très peu, propose des sous-titres, c'est pour ça que les chiffres que Frédéric a dit, non, je crois que c'est toi, qui a dit que 20% des auditeurs de podcasts étaient sur YouTube, utilisaient YouTube,
Et c'est un peu ça. Oui, il doit y avoir un bon pourcentage de ces personnes-là dont tu parles et dont tu fais partie. Donc tout à fait, je pense que c'est un enjeu et c'est vrai qu'on le voit, hein, on en a parlé avec les plateformes d'hébergement. Ils sont un peu embêtés quand on en parle parce qu'ils disent oui. Ça fait partie des choses dans lesquelles il faut qu'on fasse des efforts. On est en train de travailler dessus, mais c'est quand même, c'est un coût. Mais ils ne voient pas forcément le retour sur investissement immédiatement. Et c'est dommage parce que c'est vrai que... Le retour, il est clair, hein, 23% de la population mondiale. Oui, complètement. Et ça, je pense qu'ils n'en sont pas forcément très très conscients, à mon avis. Et alors, la petite astuce que j'aimerais partager, c'est parler simplement, utilisez des mots simples, soyez clairs, prenez un très bon micro, enregistrez-vous dans une pièce très silencieuse pour ensuite faciliter la création de ces sous-titres automatiques. Soyez clair dans votre prononciation. Exactement. Soyez clairs et bien c'est ce que nous on essaye de faire dans ces rooms. Est-ce que nous avons une autre personne qui a envie de venir nous donner quelques trucs et astuces ou quelques partages d'expérience, d'expertise sur l'utilisation de YouTube avec votre podcast, sur peut-être des choses positives, mais comme des choses aussi négatives. Vous avez arrêté, vous avez démarré. Pourquoi n'hésitez pas à monter. Il nous reste 10 petites minutes. Je vous mets en attendant que vous ayez envie de lever à la main et de venir partager le lien du Paris Radio Show qu'on organise les 2 et 3 juin. On va ouvrir bientôt les demandes de badge et les inscriptions. On va organiser des meet-up pour les podcasteurs. On va organiser des conférences, 11 conférences pour les podcasteurs également et 11 conférences pour les professionnels de la radio. Donc sur la durée des 2 jours. C'est un salon qui est gratuit pour les professionnels, donc on n'est pas là pour vous vendre quelque chose. Étienne, tu avais un truc à dire sur YouTube ou tu Ouais, un petit truc. Je ne connais pas super bien en YouTube, mais j'ai fait le lien entre mon hébergeur AudioMins et YouTube, pas spécialement pour que les gens l'écoutent sur YouTube, mais il faut savoir que YouTube, derrière, il y a Google, et donc il y a le référencement Google. Donc c'est peut-être intéressant d'avoir les épisodes qui apparaissent sur YouTube pour avoir, on ne sait pas trop comment fonctionnent les algorithmes de Google, c'est un métier à part entière, mais on s'imagine que ça aide au référencement quand même. Alors déjà, Google avait ajouté cette fonctionnalité qui fait que quand vous tapez un nom et que vous mettez podcast après, si le podcast est disponible sur Google Podcast, vous pouvez l'écouter directement depuis le moteur de recherche. Si ils arrivent à faire un lien entre Google Podcast et YouTube de manière intelligente dans le moteur de recherche, là en effet ça peut faire mal parce que Google est quand même un moteur de recherche qui est après on aime ou on n'aime pas mais le plus utilisé et le plus efficace quand on recherche quelque chose aujourd'hui. Ils ont de l'avance et cette avance là ils comptent bien la garder, je pense. Frédéric. Oui, j'ai pas d'action à Google, je connais pas les propriétaires, je connais pas donc la stratégie de Google, mais bon, oui, ça fait un peu, c'est un peu orwellien, Google, là, quand même, il faut dire les choses. Hein. Si je peux me permettre, là, je sors du sujet, mais je pense, je m'adresse à Philippe, là. Mais j'aurais pu m'adresser à n'importe lequel dans cette room, là. Mais je pense que Google sait plus de choses sur toi que toi, tu ne sais sur toi-même. Ah oui, aujourd'hui. Oui, parce que tous les mails sont analysés et on utilise tous Gmail quelque part. Parce que là, je vois tous ceux avec lesquels on est en contact pour Podcast Magazine, les rédacteurs, on est quasiment à 95% d'adresses Gmail. Et ça, c'est un peu orwellien, quoi, finalement. Ouais. Et tous ces contenus sont analysés, ils savent qui vous êtes, ils savent à qui vous envoyez. Ils ont en plus, si jamais vous synchronisez avec vos contacts, les contacts de Google, ils savent qui est en contact avec vous. Et donc ça peut faire peur en effet, et on a tendance à oublier ça parce que les outils sont tellement simples à configurer. D'un clic, on arrive à importer l'ensemble de son carnet d'adresses. D'un clic, on arrive à faire des emailing. D'un clic, on
qu'on arrive à ouvrir du Word, du Google, du Word, c'est d'une simplicité. Et cette simplicité-là, c'est toujours ce qu'on cherche quand on n'a pas beaucoup forcément de temps et qu'on a envie de quelque chose d'efficace. Mais moi, je suis persuadé que l'algorithme Google, s'il existe, il doit exister un algorithme de ce type-là. C'est pertinemment pour qui vous allez voter dimanche. J'en suis intimement persuadé. Et je pense que mais pour qui vous allez voter dimanche d'ailleurs? Non, je rigole. On voit toujours l'aspect de l'ingénieur parasé dans son bureau, et c'est pas que ça. Hein. Sociologiquement, c'est un terrain de jeu qui est vraiment incroyable, parce que on découvre. C'est comme quand on analyse, par exemple, des audiences d'auditeurs, on sait exactement ce qu'ils font, à quelle heure. C'est fabuleux. C'est un monde personnellement que je trouve fabuleux. Moi. J'ai pas dit merveilleux, je dis fabuleux, voilà, parce que on peut apprendre une multitude de choses et Google s'est placé. C'est un peu comme YouTube. Hein. YouTube, c'est exactement. D'ailleurs, on parlait de l'algorithme en préambule de cette room. YouTube, c'est précisément quoi vous proposer pour vous rassasier à un instant T, le week-end, en début de semaine. Parfois quand il fait beau, quand il pleut, etc. C'est surprenant. On peut se déconnecter aussi et c'est l'avantage, même si c'est compliqué quand on a son business qui est lié d'une manière ou d'une autre à Google. Oui, mais pas que, hein. Pas que, parce que juste pour terminer, Philippe, mais les Français passent 60% de leur temps libre connectés. Non mais c'est gravissime, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que quand vous avez 8 heures de loisirs dans une journée, vous allez en passer 6 connectés, quoi. Là, c'est à un moment donné, je dis, le processus éducationnel, à un moment donné, il a merdé quelque part, quoi. C'est pas possible de passer autant de temps éveillé, connecté, alors qu'il y a tant de choses à faire à côté. Bref, c'est un autre. Non, mais c'est un autre sujet, mais tu vois, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité personnellement, puisque nous avons la semaine déconnectée. Et je t'avoue que c'est très bizarre, même pour les parents. Sauf moi quand je travaille bien sûr la journée, mais surtout pendant les vacances. Et on se rend compte, tu vois, là, mes gamins n'avaient jamais joué à un jeu de société jusqu'à 23h30 le soir. Et parce qu'il n'y avait pas d'internet du tout dans la maison sur n'importe quel outil, ça a changé la manière de. Donc en fait, ça a des dangers internet et on se rend pas compte en fait à quel point ça peut aussi manquer quand on l'a pas et puis finalement on trouve des occupations et puis on se dit qu'on a beaucoup plus de temps. Non, mais on se dit qu'on a beaucoup plus de temps dans la journée quand on arrête d'être connecté. C'est affreux, mais c'est une réalité. Comme dans toute chose, en tant qu'utilisateur, créateur, podcasteur, auditeur, ce que tu veux, il faut trouver un équilibre. Le trop, c'est toujours l'ennemi du bien. Et la recherche de l'équilibre dans toute chose, c'est quelque chose qui doit être une ligne fixe dans la vie. Et une fois que tu peux faire de l'Internet, c'est pas dangereux, mais il faut faire un effort. Et c'est vrai que ceux qui en font 60% de leur temps de loisir, moi, je me pose des questions sur les conséquences que ça peut avoir à court ou moyen terme. Voilà, c'est juste une réflexion comme ça, mais j'avoue que c'est quelque chose qui me surprend, qui m'interpelle plutôt. Voilà, on pourrait en parler des heures. On pourrait en parler des heures. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Merci Zuber, merci Étienne, Sganarelle et ceux et celles qui sont restés dans cette room, qui nous écoutent en replay, soit sur Clubhouse, soit sur notre podcast qui est disponible sur le pod.fr/podcast avec un S. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite maison verte en haut au-dessus de podcast trucs et astuces si vous voulez adhérer au club, le pod.club, pour être alerté des prochaines rooms tous les mercredis à 13h. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette petite maison verte. Et puis si vous voulez participer au Paris Radio Show, aux conférences et à tout ce qui va s'y passer, ou à Podcast Magazine, on est bien entendu à votre disposition et joignable très facilement sur tous les réseaux sociaux dont on parle et qu'on consulte toute la journée. On est nous aussi un peu fautifs parce que on les alimente autant qu'on peut, mais bon. On va pas non plus aller à l'encontre de tout ce qui se passe dans le monde, sinon on vivrait plus. Exactement. La semaine prochaine, on restera sur cette même thématique parce qu'après YouTube, on va s'intéresser à Twitter. Ouais. Et Twitter, c'est un autre. C'est vraiment
un autre sujet aussi très intéressant. C'est le terrain de jeu d'Elon Musk. Voilà. Ah ben maintenant c'est le terrain de jeu d'Elon Musk et puis on sait, moi je sais par exemple que pour en avoir parlé avec Slate Audio, avec Mathilde de Slate Audio, voilà, Twitter est un de ces domaines privilégiés pour découvrir des podcasts. Donc je vais essayer de voir si elle peut passer une tête la semaine prochaine pour partager avec nous un peu cette expertise. N'hésite pas à contacter Elon aussi, on ne sait jamais. Il était sur Clubhouse à un moment, Elon Musk, mais bon, je pense qu'ils ont arrêté cette appli. Ils ont désinstallé l'application depuis longtemps, à mon avis. Zuber, tu voulais dire un petit truc? Je voulais parler d'Instagram. Ah oui, Instagram. Avec les Reels et les GTV. Donc après Twitter, je vous invite à venir sur Instagram. Ah non mais là Zuber, là je te reprends au vol tout de suite à la volée là. On a déjà fait un truc sur Instagram la semaine. Tu suis pas Zuber, tu suis pas. Qu'est-ce que c'est que ça là Zuber? Pas Zuber. Il y a trop de podcasts. Puni. Il y a trop de contenu. Allez, puni au piqué. Puni. On a déjà fait avec Lauriane en plus qui nous a donné plein de petits trucs sur Instagram. Donc tu direction replay sur Clubhouse ou sur le pod.fr/podcast avec un S. Ben merci bien, c'était fort intéressant. Enchanté, Sganarelle, d'avoir fait ta connaissance. Je vous invite à cliquer sur les profils des uns et des autres pour vous découvrir et voir un peu ce que vous faites et quelle est votre activité, et puis interagir et vous faire travailler. Qui sait, puisque nous, on fait travailler beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur Clubhouse et ça nous apporte toujours beaucoup de plaisir d'être avec vous tous les mercredis pendant 1 heure. Bon, et bonnes vacances. Ah mince, c'est les vacances la semaine prochaine, c'est vrai. Ben on verra bien. Hein. Écoutez, nous en tout cas, on sera là. Donc si vous voulez nous faire le plaisir d'être aussi là, même si vous êtes en vacances, pour nous dire je suis en Italie ou je suis en Espagne ou je suis aux États-Unis, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Mercredi prochain à 13h, on va parler de Twitter et ça va être fort intéressant. Absolument. Ciao, bonne journée à tous et à toutes. À plus. À plus. Ciao. Ciao. Une production Radio House. 68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les Si vous gens voulez. qui disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai et fait les des gens rips, qui disent non, faut pas mettre de tiret, sérum de Vous êtes qualité. les bienvenus à bonjour, monter merci, sur stage c'est pour. passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric. une bonne Bonjour. idée au bon moment. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio